Bonjour. Il s'agit d'une séance de travaux dirigés du cours de mécanique des sols 1, spécifique au chapitre consolidation des sols 1 et calcul du tassement. Donc, dans cette vidéo, nous allons atteindre deux objectifs. Le premier, c'est de maîtriser le calcul de consolidation primaire d'un sol compressible saturé et de déterminer le temps de tassement de consolidation. Donc, il s'agit de deux nouveaux exercices corrigés par rapport au contenu des vidéos disponibles dans la chaîne. Alors, le premier exercice, il va traiter le tassement de consolidation dû à une surcharge de forme carrée. Donc, le cas étudié considère une stratigraphie de sol montrée sur la figure qui est composée d'une couche de sable d'épaisseur 5 mètres, au-dessous de laquelle nous allons avoir une couche d'argile 10 mètres d'épaisseur et qui surmonte une autre couche de sable. Alors, on voit que pour la reconnaissance du sol, pour la détermination des paramètres, donc on précise qu'on a pris un échantillon à 10 mètres de profondeur dans la couche d'argile, à ce niveau-là. Et on a obtenu, bien sûr, en faisant des essais sur l'échantillon de sol, les paramètres qui sont devant nous. Sigma prime C 130 kPa, CC04, CS003 et CD 3,66 puissance 8 mètres carrés par seconde. Alors, dans la première partie de l'exercice, on veut savoir l'état de consolidation de la couche d'argile. Et en deuxième lieu, nous avons calculé l'indice des vies de cette couche d'argile. Alors, pour fournir les réponses à ces deux questions, donc, dire l'état de consolidation d'une couche d'argile saturée, bien sûr, ceci consiste à comparer la valeur de sigma prime C fournie à la valeur de la contrainte effective où l'échantillon de sol a été prélevé pour déterminer sigma prime C. Donc, on voit très bien que l'échantillon de sol a été déterminé à la profondeur 10 mètres par rapport à la surface du sol. Donc, il faut calculer la contrainte effective à 10 mètres de profondeur, sigma prime CO, et la comparer par rapport à la valeur de sigma prime C. Bien sûr, il convient de dire que l'ensemble de ces paramètres-là sont les résultats de l'essai E de métrique qu'on réalise sur un sol compressible saturé. Donc, le calcul de la contrainte effective, si on veut le faire de manière détaillée, c'est la valeur de la contrainte totale à 10 mètres moins la pression interstitielle. Comme on le voit ici, la couche de sable n'est pas saturée, donc il faut considérer le poids volumique total 19 fois 5, plus il faut ajouter 18, le poids volumique de la couche d'argile, fois 5 pour arriver à 10 mètres. Et on voit que l'échantillon est situé à 5 mètres de profondeur, donc la pression interstitielle est égale à 10 fois 5, ce qui donne la valeur 135 kPa. C'est-à-dire que la contrainte verticale effective due au producteur, ici, est égale à 135. Alors, lorsqu'on va la comparer par rapport à la valeur fournie, bon, on trouve que la valeur de sigma prime C étant de 130 kPa, théoriquement, les deux valeurs sont différentes, mais sachant que ces déterminations en mécanique des sols sont toujours objet à de petites incertitudes, donc on voit très bien que la différence entre la valeur la plus grande, c'est-à-dire sigma prime C, en fait c'est sigma prime 0 moins sigma prime C, est de 5. Si on la divise par 135, on va trouver que, en fait, il y a une différence, une erreur relative de 3,7%, ce qui est très négligeable. C'est-à-dire que la réponse
à formuler consiste à dire que l'argile considérée peut être considérée comme normalement consolidée avec une valeur sigma prime C quasiment égale à sigma prime C. Alors, pour l'indice des vides, sachant que la consolidation primaire ne peut avoir lieu que dans un sol saturé, c'est-à-dire on doit écrire SR égale 100%. Alors, compte tenu d'un résultat qui est établi dans le cadre du chapitre numéro 1 sur les paramètres physiques des sols, donc on peut montrer la relation suivante. Gamma prime, le poids volumique des jaugés, égal au poids volumique des grains solides gamma S, au fait, qui est fourni pour la couche d'argile. D'accord? Sur la diapositive, il n'est pas fourni, la valeur n'est pas donnée. Donc, gamma S moins gamma W sur 1 plus 0. Donc, sachant que gamma prime est égal à gamma moins gamma W, ça veut dire 8. Gamma S étant connu, 27 kN par mètre cube. Gamma W est connu, on détermine la valeur de l'indice des vides qui est égale à 1,125. Bien sûr, pourquoi on a calculé l'indice des vides initial? Parce qu'on va avoir besoin pour calculer le tassement à long terme. Alors, dans la deuxième partie de l'exercice, on dit que la construction d'un immeuble qui transmet par l'intermédiaire d'un radier carré de 15 mètres de côté une contrainte verticale uniforme de 75 kPa. Le massif du radier est situé à 1 mètre de profondeur par rapport à la surface du terrain naturel. Donc, on va estimer le tassement de consolidation qui devrait se produire sous le centre de gravité du radier. La couche d'argile, on propose qu'elle va être subdivisée en 2 sous-couches de 5 mètres d'épaisseur. Et bien sûr, on ne tiendra pas compte du tassement des couches de sable, parce qu'au fait, le phénomène de consolidation dans les couches de sable est un phénomène instantané, d'autant plus que le tassement du sable reste relativement petit comparé à une couche de sol fin d'une manière générale. Donc, pour cela, on gagne une liste de réponses. Donc, on sait très bien que le tassement de consolidation primaire est donné par cette formule qui est déterminée à partir de la théorie de consolidation unidimensionnelle de Terzaghi. C'est-à-dire que le tassement de consolidation, d'une manière générale, si on a n couches ou sous-couches, c'est la somme pour chaque couche ou sous-couche de la quantité suivante. H0 est l'épaisseur de la couche, E0 c'est son indice initial, CC c'est son indice de compression, sigma prime 0 c'est la contrainte verticale effective calculée par rapport à la surface du terrain naturel, puisque le sol est normalement consolidé, donc on a sigma prime 0 ici, et surtout le calcul de l'excès de contrainte dû à la surcharge appliquée là où il est sur le sol. C'est-à-dire que nous devons calculer pour chaque couche ou sous-couche les valeurs de sigma prime 0, delta sigma, et bien sûr utiliser ces données. Et ces calculs vont être faits systématiquement au milieu de chaque couche ou sous-couche. Donc, pour revenir au cas étudié, la première chose à remarquer, c'est que le radier qui sollicite le sol, au fait, n'est pas à la surface du sol. On dit que le radier va être construit à moins 1 mètre par rapport à la surface du terrain naturel. Donc, ça veut dire que pour faire les calculs, avant tout, il faut spécifier que les valeurs de CC et de 0 vont être les mêmes si on va faire la subdivision de la couche d'argile en 2 couches. D'accord? Et les sigma prime 0 et delta sigma vont être calculés au milieu des 2 sous-couches. Ce qui veut dire ce que je viens d'ajouter ici, c'est-à-dire, voilà la couche d'argile d'épaisseur 1 mètre, on la divise en 2, donc 2 sous-couches chacune d'épaisseur 5 mètres, et on va calculer le tassement dans la formule qui est là, au milieu de chaque sous-couche. C'est-à-dire, si on va parler de la contrainte verticale effective, elle va être calculée toujours par rapport
C'est-à-dire, au milieu de la couche, on la comptabilise à partir de la surface du terrain. Tu vois, d'accord? Donc ici, les profondeurs vont être entre 5 et 10 mètres. Donc ça va être donc ça va être aux profondeurs 5 plus 2,5, 7,5, et on va dire 10 plus 2,5, 12,5. Donc, ces calculs vont donner facilement, comme on l'a fait tout à l'heure, 19 fois 5 plus 8 fois 2,5, pour développer de la couche d'argile, 115. Et pour la deuxième, on va dire la deuxième couche, sigma prime 0 à 12,5, 655 kPa. Bon, alors maintenant, pour la suite, nous allons calculer l'excès de contrainte. L'objectif de l'exercice aussi, c'est de montrer un peu l'usage des abacs de calcul de l'excès de contrainte verticale delta sigma. De manière générale, comme c'est le cas ici, nous avons une surcharge pour l'exercice traité rectangulaire, et au fait, il est carré, c'est-à-dire, d'une manière générale, lorsqu'on a une surcharge de forme rectangulaire de dimension A et B, la BAC fournie permet de calculer l'excès de contrainte au coin de cette surface rectangulaire à une profondeur Z. C'est-à-dire que, d'une manière générale, si j'ai une surface de dimension A et B, je vais calculer deux paramètres, M égale A sur Z. Z, c'est la profondeur, il faut faire attention, à partir du point d'application de la charge au point considéré, et N égale B sur Z. Alors, ces deux paramètres, M et N, pour le cas traité, peuvent être intervertis, c'est-à-dire on peut les échanger. Donc, ici, je vois les valeurs de M, suivant une échelle logarithmique, et les valeurs de M sont en fait ces courbes que l'on voit ici, qui correspondent à une isovaleur de M, comme on voit ici, M A sur Z. Supposons d'une manière générale que je vais considérer, par exemple, la valeur N égale 0,4, qui va être là, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, et je vais considérer, par exemple, M égale 0,5. Donc, je me place ici, 0,4, et je dois chercher le point d'intersection jusqu'à la valeur M égale à 0,5. Et voilà la courbe M égale 0,5. Donc, la valeur que je dois calculer, c'est pratiquement celle-ci, qui donne à peu près 0,07. L'excès de contrainte va être égal à ce facteur K, au fait qui est écrit ici I, c'est la même chose, multiplié par la valeur de la surcharge Q. Donc, voilà comment on calcule l'excès de contrainte au coin de la surface rectangulaire. Alors, pour le cas étudié, on parle du centre de gravité du radier, c'est-à-dire, sur la même figure, si je vais coller le centre de gravité du radier qui a une dimension du côté de 15 mètres, c'est-à-dire le centre de gravité, il est là. Et on voit que par rapport à un carré de côté 15 mètres, au fait, si je vais utiliser cet abac, c'est comme si je vais considérer le 1 quart au niveau du coin. C'est-à-dire que si je veux utiliser cet abac, qu'est-ce que je dois considérer? Je dois avant tout déterminer pour des côtés du carré qui sont la moitié, parce que vous voyez ici, si je mets A égale B égale grand B, la valeur que j'ai 15 mètres, donc je vais utiliser B sur 2, c'est-à-dire dire 7,5, et Z, c'est la profondeur. Mais il faut faire attention, puisqu'on me demande de calculer au centre de gravité, chaque, on va dire, quart de cette surface donne une contribution de delta sigma, mais en fait, les trois autres aussi. Donc, il faut superposer les trois autres. C'est pour cela qu'on doit multiplier la valeur de B par 4. Donc, ici, 1 égale B sur 2 égale 7,5 mètres, et Q est donné égale 75 kPa. Alors maintenant, il faut préciser une chose,
c'est que le Z, pour le cas de l'exercice, il faut faire très attention. Donc, on a dit pour sigma prime 0, il faut prendre la cote par rapport à la surface du terrain naturel. Pourquoi? Parce que les valeurs sont supposées comparer à sigma prime C au niveau du prélèvement de l'échantillon, ce qui n'a aucune relation avec où on calcule l'excès de contrainte. Alors que pour le calcul des paramètres, on va dire A sur Z, pour le cas d'espèce égale P sur Z, il faut considérer la valeur Z qui est égale à la profondeur moins 1 mètre parce que le raté est fondé à 1 mètre de profondeur. C'est pour cela que vous voyez que la profondeur à considérer pour le calcul des cas égale à Z moins 1. Bien sûr, on détermine à partir de cette attaque les valeurs du facteur I, IZ, pour chaque, bien sûr, sous-couche, et on détermine delta sigma. Par la suite, avec un tableau Excel, on détermine les valeurs du tassement. Et par la suite, il faut faire la somme d'après la formule. Donc, ça veut dire que pour le cas étudié, le tassement de consolidation à long terme de cette couche d'argile, compte tenu de toutes ces données, est égal à 25 cm. Alors, la question, bien sûr, qui est spécifique au tassement à long terme, c'est de dire au bout de combien de temps on va atteindre un certain degré de consolidation primaire, c'est-à-dire un pourcentage de ce tassement en termes de temps. Mais il est connu que pour le pourcentage considéré, il est toujours égal au tassement à cet instant divisé par le tassement final, c'est-à-dire le tassement qu'on a calculé ici, c'est le tassement final de la couche. Donc, si je dis quand est-ce que j'atteins 50% de consolidation, c'est-à-dire déjà, il faut savoir que le tassement correspondant égale 50% du tassement total, bien sûr, de toute la couche. Mais là, on pose la question concernant le temps de consolidation. Le temps de consolidation, systématiquement, on répond en utilisant le coefficient de consolidation CV qui a été donné pour le cas. Il faut bien voir la distance de drainage. La distance de drainage notée H dans l'expression de CV n'est pas forcément l'épaisseur de la couche. C'est-à-dire que si on se rappelle très bien des données de l'exercice, on a dit que la couche d'argile d'épaisseur 10 mètres est située entre deux couches de sable. Donc, chaque couche de sable, celle qui est en haut et celle qui est en bas, constitue un niveau drainant. C'est-à-dire que, en un point donné de la couche d'argile d'épaisseur 10 mètres, une particule d'eau ne peut être en mouvement suivant la verticale, parce que la couche est verticale, au plus que sur la moitié de la couche. C'est-à-dire, pour calculer le temps, là, il faut faire attention. Le H, ici, ce n'est pas 10 mètres l'épaisseur de la couche, c'est la moitié, c'est 5 mètres. Alors, bien sûr, ici, on donne la valeur du facteur temps TV et on donne la valeur de CV et le temps est égal à peu près à 4 années et 4 mois. Donc, voilà comment on détermine le temps de consolidation. C'est-à-dire, pour conclure, il nous faut 4 années et 4 mois pour atteindre 12,5 cm de tassement de cette couche d'argile. Alors, maintenant, pour cet exercice, on fait une proposition. C'est-à-dire que, pour essayer de comprendre la différence entre les effets de chargement, on propose ici de reprendre l'exercice tel que nous l'avons fait, mais il va y avoir juste le volet de la surcharge qui va se changer. Au lieu d'avoir, on va dire, un radis à 1 mètre de profondeur, non, on va avoir un remblai dans les dimensions sont données, c'est-à-dire la distance horizontale sur la pente 8 mètres, on va dire la largeur de la crête supérieure est égale à 4 fois 2, 8 mètres, donc ça c'est la moitié. Et on veut calculer le tassement, pas dans l'axe, on veut le calculer ici, c'est-à-dire ce qu'on appelle au niveau de la crête. Alors pour cela, ce que nous avons fait pour déterminer sigma prime 0, et sigma prime c va rester inchangé. Ce qui va changer, c'est qu'il faut considérer la BAC d'une surcharge en forme de remblai et appliquer le principe de superposition pour calculer l'excès de contrainte ou ici, c'est-à-dire il faut calculer l'excès de contrainte dû à une part de remblai qui est devant nous, A égale 8 et B égale A 8 mètres. Et par la suite, il faut
prendre le calcul, faire le calcul pour A égale à 8, mais B égale 0. C'est-à-dire que le tassement, par exemple, en un point, que ce soit ici, là, il va nécessiter de calculer un excès de contrainte delta sigma est égal à delta sigma 1, on va dire de la partie gauche, plus delta sigma 2 de la partie droite, que l'on remet dans l'expression du calcul pour le calcul de tassement à long terme, et il faut faire la somme, et tout simplement pour comparer. Donc voilà une proposition d'exercice. Alors on va passer au deuxième exercice qui est, on va dire, va nous donner un autre cadre, d'autres données, et juste pour voir que les données vont vous laisser toujours proposer une solution d'une certaine manière en fonction de ces données. Alors, l'exercice, il parle de la construction d'un réservoir circulaire de 15 mètres de diamètre, 15 mètres de rayon, diamètre c'est-à-dire 30 mètres, de rayon 15 mètres. Ce réservoir, il exerce la surface du sol, il transmet une pression, ça peut être un réservoir d'eau par exemple, de 120 kPa, et on voit que bon, la situation, la localisation de ce site, c'est à la Goulette, donc c'est, on va dire, la banlieue nord de Tunis, qui est essentiellement formée de ce qu'on appelle des couches de vase très compressibles. Bon, le réservoir, c'est un réservoir d'hydrocarbures, un ensemble, et on va dire raisonner pour un réservoir. Et les données sont comme suit. On a fait des sondages carottés sur le terrain qui se sont poursuivis jusqu'à 25 mètres de profondeur. Par la suite, on a fait des essais de laboratoire qui nous ont permis en particulier de connaître le poids volumique total et les paramètres de l'essai œdométrique, on va dire l'indice d'élite initial, l'indice de compression et les valeurs de sigma prime C, la contrainte de préconsolidation. Et ceci pour 3 couches. C'est-à-dire la première couche entre 0 et 6 mètres, la deuxième couche entre 6 et 15 mètres, et on va dire la troisième couche, a priori une couche, pour nous donner ces valeurs-là. Alors, la chose intéressante à préciser, sur le plan dimensionnement mécanique des sols, on doit calculer toujours le tassement pour une contrainte appelée admissible, c'est-à-dire qu'en termes de capacité portante, on vérifie que cette contrainte P exercée ici, elle est admissible. Ça veut dire qu'il va nécessiter le calcul d'une contrainte admissible par une connaissance, on va dire, présentée dans le chapitre fondation superficielle. Il faut vérifier que la valeur 120 kPa reste admissible. Elle ne pose pas de problème, on va dire, de capacité portante. Alors, calculer le tassement du sol qui résulterait de la construction de tel réservoir. Bien sûr, cette question, elle est, on va dire, c'est un but à atteindre qui nécessite quand même de faire des étapes. Alors, lorsqu'on a des données comme ça, avant tout, il faut, si on va calculer le tassement, comme on l'a dit par l'expression déjà présentée, on va calculer au milieu des couches. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour la couche numéro 1, par exemple, je vais calculer au milieu de la couche. Donc, cela suppose que la valeur de sigma prime C donnée ici, elle est au milieu de la couche. Donc, ça veut dire, déjà, il faut vérifier la valeur de la contrainte de préconsolidation fournie et la comparer par rapport à la contrainte verticale effective des terres, comme on l'a fait dans l'exercice précédent. De la même manière pour la couche numéro 2, dont l'épaisseur est plus grande, et de la même manière pour la couche numéro 3. Donc, ça veut dire que les paramètres fournis correspondant à l'essai œdométrique, d'autant plus, lorsqu'on dit calculer le tassement d'une manière générale du réservoir, il faut le prendre systématiquement dans l'axe, c'est là où l'excès de contrainte est le plus grand. Et la première étape, sans le dire au niveau de la question, il faut vérifier l'état de consolidation des couches en comparant pour chaque couche sigma prime C par rapport à sigma prime C. Donc, on va dire que nous allons refaire la même chose comme on l'a fait dans l'exercice précédent, mais en supposant que ces valeurs sont fournies au milieu de chaque couche ou sous-couche. C'est-à-dire, pour la couche numéro 1, ça va être 3 mètres, entre 0 et 6. Pour la couche numéro 2, ça va être 15 moins 6,
9 divisé par 2 plus 6, ça veut dire z égale 10 pour 5 mètres. Et pour la couche numéro 3, c'est un peu difficile. C'est-à-dire, on va dire peut-être, nous avons un sondage qui arrive jusqu'à 27 mètres. On va dire 15 moins 27, ça va donner 12. On divisé par 2, 6. On supposait que c'est 1 mètre, par exemple. Et voilà. Donc, il faut calculer, comme on l'a fait tout à l'heure, les valeurs, comme montré ici, de sigma prime 0 en ces 3 points au minimum. Dans ce quatrième point, on va voir qu'il va servir pour calculer le placement. Donc, pour la couche numéro 1, on vérifie sans entrer dans le détail, sigma prime fois z, d'accord? On vérifie que sigma prime 0 à 3 mètres, il est largement inférieur à la valeur de sigma prime c. Ce qui veut dire que la couche, elle est surconsolidée. Donc, la différence est très grande. La couche numéro 2, de la même manière, si je calcule au milieu de la couche numéro 2, c'est-à-dire à, on va dire, 10,5 mètres de profondeur, donc on va avoir, donc vous voyez ici, c'est moins de poids volumique. Au milieu de la couche, ça veut dire 7,5, d'accord? On va avoir 40,5, 90 kPa. C'est une couche surconsolidée, d'accord? Donc ici, je me permets de faire une vérification parce que 6 plus 4,5, 10,5, donc ici, il faut mettre 10,5, pas 7,5. Et malgré tout, si je vais mettre 10,5 fois 5, on va dire 50, le résultat va être un peu différent, mais on est toujours très, très inférieur à 90. Donc, la couche est surconsolidée. Pour la troisième couche, si on va dire que nous avons pratiquement la valeur, ici, on a calculé à 15 plus 2,5, 17,5, c'est-à-dire on a considéré une couche de 5 mètres dans la troisième couche. Or, on trouve déjà son 9, qui est largement supérieur à sigma prime C de 100 kPa. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la couche est surconsolidée, sous-consolidée, parce que sigma prime 0, elle est supérieure à sigma prime C. Donc ici, sigma prime 0, elle est inférieure à sigma prime C. Alors là, il ne faut pas réagir par le résultat, on va dire, parce que j'ai trouvé que sigma prime C est supérieur à sigma prime 0. C'est un peu, on va dire, contradictoire à la réalité. Qu'est-ce que cela veut dire? Les deux couches en haut sont surconsolidées. Ça veut dire que le terrain, où on va construire ces réservoirs, a été surchargé à une certaine période. Il a provoqué la consolidation d'une certaine manière des couches. Mais on ne peut pas avoir d'un seul coup des couches surconsolidées auxquelles on va avoir une couche directement sous-consolidée. Et là, c'est un peu la nature, on va dire, des problèmes géotechniques. C'est-à-dire, on peut pas se permettre d'avoir juste 2,5 mètres un sol sous-consolidé sous donc une couche qui est faite après. Donc, nous avons dit 6 plus 15, jusqu'à 15 mètres qui sont surconsolidés. Donc, il vaut mieux considérer que la couche numéro 3 sur 5 mètres d'épaisseur, qu'elle soit normalement consolidée. Donc là, on prend une décision qui ne correspond pas au résultat du calcul. Alors, on revient à la formule. Alors, il faut faire attention ici. On va mettre dans la formule en bas sigma prime C, la contrainte de préconsolidation de la couche considérée ou la sous-couche considérée. Donc, ça veut dire que nous allons calculer le placement sur une certaine profondeur. Alors là, sachant que le diamètre du réservoir est très grand, le diamètre, nous avons dit 3 mètres, donc normalement, il ne faut pas calculer les tassements avec cette formule-là, avec une épaisseur relativement comparable en termes de grandeur par rapport au diamètre. Si je vais considérer une couche d'épaisseur, par exemple, on va dire supérieure à 10 mètres, donc 10 mètres reste toujours une couche relativement épaisse ou plus. Donc on va la subdiviser. Okay? Mais, donc comment ici on va proposer le calcul pour essayer de respecter ces résultats-là vis-à-vis de l'état de consolidation? Bon, on peut par exemple
considérez la couche numéro 1 de 0 à 6 mètres de profondeur, là où le sol consolidé. Ça, c'est une couche. 6 mètres, c'est très petit par rapport à 30 mètres. La couche numéro 2, donc on propose entre 6 et 15 de la découper en 2 couches. Ceci est préférable. Le sol est surconsolidé. Et pour la couche numéro 3, on va faire, on va considérer le calcul du tassement dans cette couche de 15 à 30 mètres, en considérant le sol normalement consolidé, comme on l'a dit ici. Ça veut dire pourquoi on fait comme ça? Parce que on sait très bien que pour un réservoir de diamètre, on va dire D, la profondeur minimale sur laquelle le tassement ne va pas être négligeable, c'est au moins D, sinon un peu plus. C'est pour cela qu'on est allé jusqu'à 30 mètres de profondeur. Donc, on propose, on va dire, une couche 3A entre 15 et 20. Comme l'excès de contrainte qui diminue sensiblement au-delà de 20 mètres, on va considérer une couche entre 20 et 30. On va calculer Z égale 25. D'accord? Et on va faire les calculs courses. Donc, ici, on présente le tableau. Donc, ces résultats-là, vous pouvez les obtenir par un fichier Excel en mettant, bien sûr, les données nécessaires. Donc, on va faire ici un récapitulatif. Le rayon de réservoir est égal à 15. On en a besoin pour calculer l'excès de contrainte. Les épaisseurs sont 6, 9, 5 et 10, comme on dit. Donc, on va calculer sigma prime 0 au milieu de chaque couche. On va mettre la valeur de sigma prime C correspondant. Vous voyez ici qu'on a mis 77 et 100 de valeurs données, alors qu'ici, nous avons supposé que le sol est normalement consolidé, on a la même valeur. Là, il faut mettre la valeur de Z. On va parler un peu de la bague parce que vous allez calculer Z sur R. Bien sûr, Z ici, ça va être la profondeur par rapport à la surface du terrain naturel. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous calculons dans l'axe du réservoir et nous avons dit, d'après la figure présentée, que le réservoir applique sa contrainte à la surface du sol, quasiment. Donc, R égale 15 mètres. Pour chaque sous-couche, on va calculer l'excès de contrainte, le delta sigma qu'on voit ici, par, on va dire, un facteur I ou J, d'accord, qu'on va multiplier par Q qui est égal à 120. Et la détermination de J pour ça, chaque sous-couche n'est pas difficile. C'est je calcule Z sur R. R, c'est le rayon qui est égal à 15. C'est-à-dire, si je vais prendre, par exemple, ici, le cas de la couche, on va dire, numéro 1, on sait très bien que je calcule au milieu de la couche, donc Z égale 3. Donc, Z divisé par R, ça fait, on va dire, 3 sur 15, le 1 cinquième, 0,2. Donc, je vais ici voir tout simplement 0,2, d'accord? Donc, ici, je vais avoir, ici, on a Z sur R, c'est le contraire, Z sur R, d'accord? Donc, Z sur R, ça va être, donc, nous avons dit, pour vérifier le calcul correctement, donc, Z sur R, c'est 1 tiers, d'accord, Z sur R, 1 tiers. Donc, ça veut dire, ça va donner quelle valeur? Ça va donner un I qui va me donner pratiquement, donc, 117, parce qu'on est très proche de la surface. Donc, Z sur R, 0,2, donc on est là, c'est correct, 0,2. Ça, c'est 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 0,2. Donc, on est pratiquement très proche de 1. C'est-à-dire, vous voyez que c'est 0,80. C'est pratiquement 0,98 à peu près. Et on a 117. Prenons un autre point. Par exemple, Z égale 17. Donc, Z sur R, 0,7. Si je vais prendre 0,7, je suis là. Entre 0,6 et 8, etc. Et j'ai les valeurs pratiquement de 0,8. D'accord? Donc 0,8 fois 120, ça va me donner 96. Et ainsi de suite. Donc bien sûr, ici, les valeurs de CC ou 0 sont données pour chaque sous-couche. Et on voit très bien pour ce cas-là, bien sûr que le tassement est très très important, 129 cm, c'est un tassement inadmissible. D'accord? Bon, avant bien sûr de revenir à cette question de tassement inadmissible, on va répondre à une question classique, calculer le temps nécessaire pour atteindre 90% de consolidation
en supposant que le coefficient de consolidation est identique pour toutes les couches. C'est-à-dire, nous avons, on va dire, 4 sous-couches d'épaisseur un peu différente, et on veut savoir ce temps-là. Bon, ici, ce n'est pas la peine de considérer toutes les couches. Ici, en utilisant la valeur fournie de CD, ici, donc on va considérer juste la couche numéro 1, qui est en fait une petite partie de ces 30 cm. Donc là, lorsqu'on calcule le placement, notez bien, jusqu'à 30 mètres de profondeur, vous voyez que la dernière couche d'épaisseur 10 mètres déjà, elle a 8 cm de tassement. C'est-à-dire, on voit ici que le tassement sur 10 mètres, il est un peu plus grand que le tassement sur 5 mètres, sur cette couche-là, voilà les épaisseurs. Mais on voit très bien que si je calcule au-delà de 30 mètres, par cette formule, le tassement va commencer à être petit par rapport à cette somme. Donc, ici, si je vais voir la couche numéro 1, et pour cette couche, d'après le schéma qu'on a trouvé, l'eau ne peut monter que vers le haut, vous voyez très bien que le temps pour 90% de cette couche, il correspond à 48 ans. Alors, si vous voulez considérer l'épaisseur totale des 30 mètres, vous risquez d'avoir des centaines d'années. Et ceci montre que ces passements nécessitent des temps très très longs. Donc voilà, donc l'objectif de cet exercice, il nous permet de voir le calcul du tassement dans l'axe d'un réservoir, mais dans le cas de plusieurs couches, on va dire relativement très compressibles, parce que les valeurs de CC sont en moyenne supérieures à 0,6, qui est une valeur relativement importante. Alors, pour la suite de l'exercice, on dit que la valeur du tassement, elle est inadmissible. Effectivement, on ne peut pas se permettre de construire un réservoir comme ça. Donc, on va voir un autre aspect de consolidation. On propose de réduire le tassement en faisant recours à un renforcement du sol par l'exécution de colonnes de sable de longueur égale 6 mètres. Donc, l'idée, puisque notre sol, il est très, on va dire, n'est pas très rigide, très compressible, on va le renforcer en mettant du sable et on va peut-être comprendre ici, on va dire le principe. Donc, voilà le réservoir. On va mettre à la surface une couche drainante, par exemple par le sable lui-même. Et on va ici, d'une certaine manière, on va dire mettre des colonnes de diamètre en général qui ne dépassent pas 0,4 0,6 mètres du moins dans l'expérience tunisienne. Et on va mettre un ensemble de colonnes juste sur les 6 premiers mètres. Donc ici, vous voyez HC, c'est-à-dire la longueur de la colonne 6 mètres. Et n'oubliez pas que nous avons le tassement qui se produit pratiquement jusqu'à 30 mètres. Alors, j'ai dit comprendre de quoi s'agit-il, c'est-à-dire le modèle. Qu'est-ce qui va se passer ici? Ce qui va se passer, c'est que sur les 6 mètres, on a calculé un tassement de consolidation de l'ordre de 60 cm. On peut revenir à la valeur, on va en parler. Mais l'essentiel, c'est que là, lorsque je vais mettre du sable, sur le terme pratique, on va mettre les colonnes avec une certaine fraction surfacique. Si le diamètre du réservoir est égal pi r au carré, c'est-à-dire 14 fois 15 au carré, je vais par exemple renforcer par des colonnes sur une fraction surfacique, la surface totale des colonnes, pour une valeur donnée qu'on appelle état S. Alors, à ce moment-là, le module de rigidité, le module de déformation de cette couche va augmenter. Pourquoi? Parce que le module du sable, il est relativement grand. On va voir ici un ordre de grandeur. Et par la suite, vous allez calculer le tassement de cette couche, juste ici, 3 mm, avec cette expression, on va dire, issue de l'élasticité linéaire, la valeur de P, 125, 120, fois H, c'est-à-dire la longueur sur la longueur des colonnes, divisé par un module équivalent. C'est-à-dire, lorsque je renforce ce sol par des colonnes, au fait, son module d'élasticité va augmenter un peu de la sorte. Donc, supposons que le module d'élasticité du sol soit de 40 bars, c'est-à-dire le sol initial, nous avons dit il est très mou, une valeur, on va dire, représentative, 4000 kPa. Bon, dans la pratique, si on fait, par exemple, un renforcement par des colonnes de sable dont le module est de 400 bars, ce qui est relativement élevé, du sable ou du ballast, et on met un nombre de colonnes correspondant à
la surface totale occupée par les colonnes sur la surface du réservoir de 8%, on peut calculer le module, on va dire, équivalent de cette couche renforcée par cette formule-là. Donc, il faut voir un peu les notions d'amélioration du sol, de renforcement par colonne. Donc, on trouve que le module, on va dire, équivalent du sol renforcé, il augmente d'une certaine manière. Il était le sol à 4000, il va être égal à 6880. On va dire, il a augmenté à peu près de, on va dire, 100, il faut faire la division, c'est 1888 divisé par 1000, peut-être quelque chose un peu plus que 1,6. Et à ce moment-là, nous allons calculer le tassement par cette formule. Alors, regardez bien, si je me propose d'utiliser ces valeurs, le tassement du sol renforcé, ce tassement sur 6 mètres, il va être juste de 10,5 cm. C'est le tassement du sol renforcé. Alors, qu'est-ce qu'on comprend ici, le premier message? C'est lorsque je renforce le sol par quelque chose de plus rigide, le tassement qui était calculé sur une période de 48 ans, déjà, je peux le ramener à cette valeur. Et bien sûr, la première remarque, dire quelle est la réduction du tassement. Donc, en termes de renforcement par colonne, on convient de noter ce coefficient bêta, coefficient de réduction de tassement, qui est le tassement du sol non renforcé sur le tassement du sol renforcé. On voit très bien que la valeur du tassement de consolidation initialement prévu était de 48 cm. Alors, on va le réduire à 10,5. Ça veut dire que vous allez réduire, vous allez diviser le tassement initial par 4,6 fois. C'est très important. Donc, l'objectif du renforcement par des colonnes de sable, c'est de réduire significativement le tassement là où vous mettez les colonnes, déjà pour diminuer la valeur du tassement. Okay? Mais on va dire un peu plus. Bien sûr, il faut comprendre que le tassement dans les autres couches, sans problème, n'est pas résolu, parce que nous avons calculé un tassement de 130 cm. Si je considère que j'ai 50 ici, il me reste encore au-dessous combien? 130 moins 50. 85 mètres, c'est beaucoup. Bon, ce n'est pas la solution finale pour ce problème-là, mais nous voulons bien sûr montrer l'intérêt du renforcement par colonne de sable. Et lorsqu'on dit sable, c'est un matériau drainant, comme la couche qui tombe. C'est-à-dire maintenant, faisons peut-être attention d'une manière plus précise ce qui se passe par ces colonnes de sable. Ces colonnes de sable, en fait, jouent le rôle de grain, c'est-à-dire un matériau par lequel le mouvement ou l'écoulement de l'eau se fait très rapidement. Alors, puisque sous le radier, il y a un grand nombre de colonnes, on va dire qu'il va se produire une accélération du tassement. Qu'est-ce que cela veut dire? Le tassement initialement prévu sur à peu près 50 ans va se produire très rapidement grâce au rôle de drainage fourni par les colonnes de sable. Au fait, pour le sol initial, qui est la vase, on sait très bien que la perméabilité horizontale, c'est-à-dire l'écoulement de l'eau horizontalement, se fait avec une vitesse supérieure par rapport à la perméabilité verticale supposée avec laquelle se fait la consolidation. Donc à ce moment-là, si je vais voir au niveau d'une colonne, qu'est-ce qui va se passer? Va se passer la chose suivante, va se passer ce qu'on appelle la consolidation horizontale. C'est-à-dire, ici, j'ai isolé, on va dire, le volume autour d'une colonne de sable, et on doit comprendre que à l'entraxe entre chaque colonne, de part et d'autre entre les colonnes, le mouvement de l'eau, grâce à la pression du sable, il va être favorisé par un écoulement horizontal du sol compressible vers la colonne de sable. Alors, une fois l'eau va venir de tous les côtés comme ça, vers la colonne de sable, bien sûr, là, c'est l'embrayement, c'est la base, donc l'eau va monter ici. Par la suite, elle va être évacuée horizontalement par cette couche de drainage, dont l'épaisseur peut être par exemple 0,5. Donc, ici, il faut comprendre que l'augmentation, on va dire, de la vitesse d'écoulement de l'eau va être faite aussi bien dans le sol compressible parce que sa perméabilité, par exemple, va être 2 ou 3 fois celle verticale, mais le plus important, c'est l'autre aspect. Si initialement, cette particule d'eau, elle est obligée même d'aller 6 mètres pour atteindre cette couche, alors
il y a un espacement entre les colonnes qui se calcule en fonction de cette valeur θ, et il faut comprendre que la distance de drainage horizontale, elle va être très réduite, parce que si D est l'espacement entre les colonnes, en général, ces colonnes, sur le plan pratique, elles peuvent être espacées en fonction de θs, on va dire, de 3-4 fois le rayon jusqu'à un peu plus. Ça veut dire, si je vais considérer des colonnes de sable de 40 cm, et si l'anthrax entre les colonnes va être même de mètres, donc je dois diviser par 2, donc je vais avoir une distance de drainage, en fait, il est beaucoup plus faible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une accélération parce que la distance de drainage, elle va diminuer beaucoup. Elle était de 6, supposons qu'elle va devenir de 0,6, mais la perméabilité va être plus grande. Et bien sûr, si vous allez faire, on va dire, retour à une autre vidéo existante sur la chaîne, intitulée Calcul du tassement, application de la consolidation, vous avez le détail, on va dire, comment on fait pour comprendre l'accélération avec les trains verticaux. Donc, l'objectif de l'exercice, c'était de dire que nous pouvons réduire le tassement et l'accélérer en faisant ce qu'on appelle des éléments qui jouent le rôle de trains verticaux tels que les colonnes de sable. Donc, je vous remercie de votre intérêt à la chaîne. Donc, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Les réponses, éclaircissements ne tardent pas. Donc, je vous remercie et au revoir.